J'ai beaucoup hésité sur le titre. Est-ce que c'était l'enseignement pour la promotion de l'art urbain ou la promotion pour l'enseignement de l'art urbain? Je vous laisserai y réfléchir tout au long de cet exposé. Parce qu'effectivement, petit à petit, depuis 20 ans, le séminaire s'est construit autour de l'idée qu'il était absolument indispensable de faire une formation initiale et une formation permanente concernant à la fois les étudiants, les enseignants et les professionnels sur un domaine qui avait été peut-être un peu oublié ou qui était resté, pour certains, désuet et qu'il fallait trouver dans une déclinaison plus contemporaine. Que par ailleurs, il s'adressait à tout ce qu'on appelle les prestataires de services intellectuels et qu'à ce titre, il était très important que ceux qui commettent un certain nombre d'actes engagent leur responsabilité et que cette responsabilité soit reconnue. Nous avons appelé ça une co-responsabilité, cela ferait l'objet d'un développement ultérieur. Et qu'enfin, le citoyen et l'élu avaient aussi leur responsabilité, mais leur responsabilité était différente. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'était l'art urbain? Alors c'est vrai que pour beaucoup, je ne reviendrai pas sur ces définitions, mais nous avons trouvé la nôtre. Et la nôtre, c'est l'ensemble des démarches pluridisciplinaires conduisant à créer ou à transformer des ensembles urbains avec un souci d'évaluation de la qualité architecturale de la vie sociale et du respect de l'environnement. Ce qui domine dans cette définition, c'est à la fois démarche pluridisciplinaire, c'est à la fois le souci d'évaluation de la qualité, et puis c'est ces trois piliers que sont la qualité architecturale, on l'appellera comme ça, la vie sociale et le respect de l'environnement. Cette définition peut paraître ressembler à celle du développement durable. Il n'en est rien. Elle a un autre sens, elle a c'est une autre définition, mais ce n'est pas ce soir que nous en parlerons. Donc, le séminaire Robert Rosel a donc fondé son enseignement sur ces trois piliers que sont le vocabulaire, le concours international qui est devenu international et le prix art urbain. Le premier, le vocabulaire, s'adresse aux étudiants et aux enseignants de toutes les disciplines. Et le second, c'est, le concours international s'adresse à tous les enseignants et tous les étudiants de toutes disciplines. Le vocabulaire s'adresse à tous et justement, il essaye de trouver un langage commun pour tous pour parler des problèmes d'agglomération de la ville et du cadre de vie. Et le prix d'art urbain, c'est l'exercice auquel se livrent les professionnels pour justement entrer en formation permanente lorsqu'ils présentent au titre du prix d'art urbain leurs opérations. Alors le site internet, eh bien comme vous le savez, ce site est absolument extraordinaire, non pas le site lui-même, mais c'est le principe même de ce site, c'est que justement il permet de capitaliser de la mémoire et il permet de petit à petit de s'améliorer tous les jours parce que les remises en cause sont toujours permanentes. Et il diffuse ce que nous avons appelé les valeurs de l'art urbain attitude, parce qu'effectivement, nous avons voulu trouver ce terme pour contraster avec l'aspect désuet que pourrait, chez certains, trouver ce terme. Alors le vocabulaire, ceux qui consultent le site le connaissent parce qu'il n'y a pas de publication papier du vocabulaire. Et justement, la particularité du vocabulaire, c'est que ce n'est pas une œuvre, c'est plutôt une œuvre en devenir. C'est une œuvre qui admet le repentir, qui permet toujours les améliorations, qui est de nature justement à être permissive à tout ce qui peut faire l'objet d'une amélioration. C'est le souci de créer un langage commun entre les professionnels avec leur langage spécifique qui doit être le langage entendu et compris des citoyens. Dans combien de disciplines on trouve des termes qui sont mal perçus ou plus exactement mal compris par les citoyens? Il faut qu'on se mette à la portée du citoyen ordinaire. C'est la vocation de ce vocabulaire. Il a un principe aussi, c'est qu'il considère que les mots naissent, évoluent, et puis certains disparaissent ou se transforment, et que ces évolutions se font dans le temps et dans l'histoire et dans les lieux. Et c'est vrai que c'est une particularité très importante qui n'existe pas dans d'autres dictionnaires ou dans d'autres vocabulaires que de considérer la vie de ces termes et la vie rapportée à un pays, avec le génie qui est propre à la langue de ce pays.
Il est classé dans 5 chapitres, nous y reviendrons tout à l'heure, et il est présenté sous la forme d'une fiche avec un texte en vis-à-vis des illustrations, de façon à ce que notre regard puisse englober le terme lui-même, et de manière à ce que nous puissions, à travers nos discours, quand nous l'utilisons, avoir de façon subliminale en tête ce terme de vocabulaire. Et puis il est universel, en ce sens que c'est la méthodologie qui est universelle, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas une définition plus qu'une autre, ou plus exactement, sa méthodologie permet de faire en sorte que les autres langues des autres pays puissent avoir à s'exprimer pour appeler une place publique à la manière de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et de tout autre pays qui rentrerait dans l'application et l'usage de ce vocabulaire universel. Alors voici une planche telle qu'elle se présente dans sa globalité, avec un texte qui est invariablement comprimé dans une page, et puis une planche d'images qui, en général, remonte le temps de façon à partir de la naissance du terme, et puis d'arriver sur la période contemporaine. Et dans ce cas, il y a des exemples étrangers, mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait des exemples contemporains français, de façon à ce que les autres pays et nous-mêmes ayons des références françaises avec des architectes, des ingénieurs, des géographes, des paysagistes, enfin tous ceux qui y participent au cadre de vie dans notre pays. Quand on clique sur un des chiffres, sur les planches de texte, nous pouvons faire apparaître une image agrandie. Là, par exemple, c'est sur le numéro 4 que nous avons appuyé et apparaît une colonne Maurice qui nous explique comment, en quelle année est née cette colonne, quel était son usage, qu'est-ce qu'on en fait, et qui permet en général de la situer dans son environnement urbain, contrairement à beaucoup de revues qui vous présentent des documents de mobilier extérieur ou de toute autre, même œuvre architecturale, qui les présentent isolément comme des objets indépendants de leur contexte. Là, le contexte est toujours très important par rapport à l'objet, et c'est vrai que là aussi, ces contextes peuvent varier. Là, nous avons une vision tout à fait ordinaire de cette colonne Maurice. Alors voilà où on est notre chantier. C'est vrai que nous n'avançons pas vite, mais enfin je pense qu'il y a des académies plus prestigieuses qui ne vont pas très vite non plus. Nous avons quand même sur les 5 chapitres celui de la perception qui est un chapitre très important puisque c'est la façon dont on porte le regard sur les choses et qui est fondamentale dans ce qu'on apprendra à regarder. Nous allons voir la séquence visuelle qui est une planche fondamentale. Il y a l'îlot dans la composition. L'îlot, c'est quelque chose qui date depuis que l'homme a commencé à urbaniser. La place publique, qui est un élément majeur de l'espace public. Le décor et le mobilier, on aura l'exemple de la fontaine. Et dans la représentation, qui est un élément très important de ces 5 chapitres, nous avons pris le plan de masse. Nous allons les passer en revue très rapidement et de façon très succincte, puisque vous pouvez vous les procurer en faisant un cliquer sur votre petite imprimante et les avoir en couleur en quadrichromie, dans une qualité tout à fait remarquable par rapport à ce qui peut se faire dans des imprimeries ordinaires. Là, vous avez des références bibliographiques sur des Gordon Cullen qui ont initié la notion de séquence visuelle, dans la composition des Frédéric Guibert aussi sur la composition urbaine, comment on présente une vue avec un plan qui sont des formes conventionnelles de représentation de l'espace, les références à Lynch et sa manière d'imager la ville et de la représenter à travers des enquêtes sociologiques. Bref, il y a un essai de formaliser les représentations conventionnelles qui sont très importantes pour qu'il puisse y avoir un langage commun sur le plan graphique parmi les compositeurs. Nous passons rapidement sur les autres vues. Là, vous avez la vue sur un îlot avec ses déclinaisons à travers l'histoire et pour arriver jusqu'à des îlots plus contemporains avec des références aussi bien allant de Le Corbusier en passant par Cerda ou par Haussmann, etc.
enfin rien que des gens qui sont tout à fait connus, pris isolément, mais qui ramenaient ainsi avec des plans à la même échelle qui permettent de faire des comparaisons. Ça, c'est la magie de l'infographie qui aujourd'hui nous permet ce genre d'exercice, alors que lorsqu'on a commencé le vocabulaire avec Christian Bénilan et Charles Rambert, nous en étions au croquis, et Christian qui est là se souvient de nos premières armes pour sortir le premier vocabulaire de 92, qui d'ailleurs avait été soutenu par Michel Tillemont, me semble-t-il, à l'époque, qui avait soutenu le démarrage de ce vocabulaire. Voilà, alors nous passons ensuite à la place publique. Alors, c'est le séminaire Robert-Rosel. Donc, le séminaire Robert-Rosel se souvient qu'il y a une encyclopédie. Et à ce titre, il y a un certain nombre d'exemples que l'on reproduit, notamment un certain nombre de places à une échelle comparative, parce que les urbanistes aiment bien comparer des choses à la même échelle, avec la même orientation, parce que ça leur permet ensuite d'avoir dans la tête un certain nombre d'espaces. Et là, nous avons les 3 plans de la place des Vosges, de la Roche-sur-Yon, me semble-t-il, et puis de l'Oval de Toulouse. Voilà, donc on passe rapidement à Fontaine. Donc là aussi, nous passons en revue un certain nombre de fontaines de différentes époques, et on voit les styles qui apparaissent, et on voit comment les choses évoluent depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en cela d'ailleurs que c'est intéressant d'avoir ce principe de vision. La planche suivante sur le plan de masse, c'est vrai que tout le monde dessine des plans de masse, mais qu'est-ce que c'est qu'un plan de masse? Comment il est défini? Il a fallu que nous, on puisse confronter la définition du code de l'urbanisme, celle de l'AFNOR, et puis il y avait d'autres définitions, et puis j'ai appris qu'en Italie, il y en avait d'autres, et puis je pense que dans d'autres pays, il y en a également, etc., etc. Là, nous avons des plans qui sont assez emblématiques. Certains auront reconnu l'usine verte de Le Corbusier. À droite, au milieu, un plan de masse d'une cité futuriste d'un prix de Rome. Et puis, nous avons voulu montrer qu'il était important qu'il y ait des règles conventionnelles qui soient suivies, parce que dans les concours, si on n'a pas ces règles de fixer, eh bien, ma foi, nous avons des plans de masse qui sont très différents les uns des autres dans leur légende. Et ceci est très mauvais parce qu'on ne peut rien comparer. Et donc, on a montré 2 plans qui étaient difficilement comparables, alors que chacun d'eux ont sûrement une philosophie particulière, mais pour un jury ou pour un public, c'est totalement incompréhensible. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le vocabulaire? Quels sont les objectifs du séminaire? Eh bien, le principe, c'est de vouloir inscrire ce vocabulaire dans les programmes d'enseignement, aussi bien des établissements d'enseignement d'architecture, mais aussi des écoles d'ingénieurs, les écoles d'art plastique, l'éducation nationale. Il n'y a pas de lieu d'enseignement où ce vocabulaire ne peut pas trouver sa place. Développer le vocabulaire, c'est vrai que lorsqu'il y aura 100 à 150 termes qui seront sur le marché, il prendra toute sa dimension. Pour l'instant, il est modestement aux alentours de 40, et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment il peut, qu'est-ce qu'il véhicule, et pour cela, il faut qu'on trouve les associations avec les directions régionales des affaires culturelles, avec les CAUE. Et puis, il faut qu'on puisse valoriser l'universalité de ce vocabulaire en liaison avec les ambassades de France dans les autres pays. Et là, c'est encore un autre programme, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que les autres pays fassent leur vocabulaire, et que grâce au site Internet, il y ait sur place publique, par exemple, des interprétations de l'Italie, de l'Espagne, et de l'Amérique du Sud, et de la Chine. Et à ce moment-là, il y a un enrichissement extraordinaire de la diversité du terme, avec des exemples tout à fait différents, qui nous permettront justement de replacer nos propres places publiques dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec une réduction auquel le fait de la mondialisation, pour faire court, pourrait donner à penser pour faire des places publiques partout les mêmes dans le monde. Alors le concours international, effectivement, depuis 2-3 ans, la vocation internationale de ce concours a permis de prolonger l'expérience qui avait été faite depuis 12 ans. Les thèmes de ce concours sont des thèmes d'éthique du cadre de vie.
développe un sujet, il pose une question de société, de façon que ce soit l'ingénieur ou l'architecte, il puisse, ou le géographe ou le plasticien, il puisse situer ça non pas pour être un exécutant d'une question ou d'un problème qu'on lui pose, mais pour justement avoir à réfléchir sur ces problèmes de société. Alors nous allons voir lesquels dans un instant. Les équipes pluridisciplinaires, aujourd'hui, rien ne se fait qui ne se fasse pas en équipe pluridisciplinaire. La vie de tous les jours montre que des gens de différentes disciplines participent à un acte collectif et il nous a semblé important que les professeurs et les étudiants puissent être solidaires dans des équipes et que ces équipes soient pluridisciplinaires. Qu'il puisse y avoir à l'occasion de ces thèmes et à l'occasion de ce concours des rencontres et des débats sur les questions de société qui sont évoquées et qui concernent notre cadre de vie. Et puis qu'il y ait une concertation entre les enseignants de différentes disciplines et les associations, parce que, par la force des choses, on est tous entraînés dans nos propres compartiments et à faire nos propres enseignements, alors qu'il y a une transversalité qui devrait justement traverser tous ces enseignements. Bon, et puis l'occasion d'octroi de bourses aux étudiants, je crois qu'ils ne s'en plaignent pas du tout. Alors, comment se présentent ces épreuves? Eh bien, c'est très simple. Il y a un certain nombre de règles qui sont de nature réglementaire, enfin qui figurent dans un règlement du concours. Il y a, par exemple, chercher un titre évocateur, travailler sur l'avant-après, utiliser des conventions graphiques identiques. Les 3 niveaux de lecture, c'est celle de l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur, celle du 21-29-7 que vous pouvez imprimer, et puis celle du panneau d'exposition, qui sont 3 formes de regard sur ce qui est proposé et qui permettent justement d'avoir des formes de communication différentes. Et puis c'est la fameuse évaluation sur les 3 critères, avec des référentiels de jugement, dont l'un d'eux porte sur la communication et l'autre sur l'évaluation des 3 critères. En effet, il est très important que la communication soit un élément qui soit enseigné, et que ce soit les professionnels, que ce soit les étudiants, et puis même, je crois que nous avons beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la communication visuelle, de la représentation graphique, et puis sur les 3 critères, vous les connaissez, qualité architecturale, qualité de vie sociale, respect de l'environnement. C'est sur ces bases-là, et non sur le critère économique, que nous allons fonder les propositions que feront les étudiants. Il faut bien distinguer ce qui relève du critère économique de ce qui relève des critères qualitatifs. Que par la suite il y ait des choix et que ceux qui sont des hommes ou des femmes d'action, soit politiques, soit entrepreneuriales, fassent justement ce compromis, c'est leur problème, mais il faut déjà savoir parler de la qualité en tant que telle. Là, vous avez une planche qui est agrandie avec une séquence linéaire qui associe plan et image sur un parcours sur une voie d'une commune de la région Île-de-France, qui est celle de la ville de Charenton, avec sur la partie de gauche une analyse qualitative, ou plus exactement des difficultés qui sont rencontrées sur cette voie de civilité, qui va devenir, dans la proposition qui est faite à droite, toujours arriver à faire cette comparaison entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. C'est la pièce qui devrait être obligatoirement demandée à toute personne qui transforme un espace quel qu'il soit. Qu'est-ce que vous apportez de plus, de mieux, par rapport à ce qu'il y avait précédemment? C'est quand même la question. Alors voici les thèmes d'éthique du cadre de vie qui ont été posés depuis 1992. On est parti des espaces publics ordinaires, parce qu'en 92, on ne savait plus ce que c'était qu'une rue, un boulevard, une avenue, enfin des choses, comme on dit, tout à fait ordinaires. Donc on a voulu retrouver et améliorer la qualité de ces espaces publics ordinaires. Et puis depuis, ma foi, on est parti sur des éléments naturels de l'espace public. On a posé la question, améliorons la vie de notre quartier. Ben oui, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend un quartier et qu'on veut l'améliorer? Eh bien, il faut jouer sur ces 3 critères que sont qualité architecturale, vie sociale, respect de l'environnement. Et avec ça, déjà, montrer concrètement comment on peut passer d'un état 1 à un état 2, d'un état avant à d'un état après. Convivialité urbaine, la ville en lumière. Effectivement, on voit maintenant qu'il n'y a pas une ville qui ne réfléchisse au problème de la vie la nuit, et qu'il n'y a pas une architecture qui ne soit pas étudiée également sous l'effet de la lumière.
Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Enfin, nouveau, oui, parce que quand on regarde l'enseignement qui se faisait, il y avait toujours des représentations de la lumière à 45 degrés, mais on ne vous demandait pas qu'est-ce qui se passe la nuit. Maintenant, ça fait partie du concours, c'est une pièce obligatoire, et ça devrait être une pièce demandée dans tout exercice architectural, quel qu'il soit, ou d'art public, ou d'ouvrage d'art. Alors les villes et les personnes à mobilité réduite, bon, ben, c'est vrai que c'est un sujet de société. Autour de l'école, qu'est-ce qui peut se passer autour de l'école, hein? Et sur les ponts et sous les ponts, bon, c'est vrai que là, on avait une façon de montrer que la technologie est une chose, mais qu'est-ce qui se passe en dessous et au-dessus? Et c'est très important finalement, parce que l'objet c'est une chose, mais le vide qu'il peut déterminer, ou le vide dans lequel il se trouve, et ce qui se passe dans ce vide, c'est aussi fondamental. Et puis cette année, c'est la publicité extérieure. L'année prochaine, nous nous interrogerons sur la place de la voiture dans la ville. Nous n'avons pas encore trouvé le titre. Si quelqu'un a un titre médiatique à nous donner, il est encore temps. Le sujet sera lancé là-dessus. Alors pour le concours, ben, on veut passer des conventions avec des établissements d'enseignement. Là, actuellement, il y a 2 écoles d'architecture qui vont signer une convention. Nous voulons qu'il y ait des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art plastique, des établissements d'enseignement, où on puisse, entre le séminaire Robert Rosel et ces écoles, faire en sorte que ce concours puisse devenir un élément de leur pédagogie. On veut également décentraliser ce concours, et l'exemple qui s'est fait en Rhône-Alpes avec le comité local est de toute façon très encourageant, et promouvoir la francophonie. Oui, il ne faut pas oublier que nous parlons français, qu'il faut que des gens nous aiment parce que nous parlons français, parce que nous utilisons cette langue, et à l'étranger, il y a des gens pour que la francophonie veut dire quelque chose. Et puis faire en sorte qu'il y ait un jury international d'enseignants sur Internet à partir de référentiels. C'est-à-dire qu'on va s'engager dans une démarche où la qualité devra faire l'objet de référentiels, c'est-à-dire qu'on essaiera de rationaliser la qualité et faire en sorte que grâce à Internet, il puisse y avoir justement avec les enseignants pluridisciplinaires cette particularité de pouvoir avoir un jugement sur les épreuves qu'ils pourront eux-mêmes juger. Le prix, c'est le 3e pilier de notre action pédagogique. C'est en quelque sorte, il faut le prendre comme ça, un exercice de formation permanente des professionnels. Je suis très frappé de voir que les professionnels de l'aménagement, de la construction, vous parlent toujours de leurs projets à venir. Mais les opérations qu'ils ont pu réaliser, l'évaluation qu'ils doivent pouvoir en faire pour pouvoir s'améliorer, ceci ne les habite pas comme cela devrait les habiter. Et non plus, ils ne consacrent pas le temps qu'ils devraient consacrer déontologiquement à réfléchir à ce qu'ils ont fait en vue justement d'améliorer ce qu'ils vont faire. L'exercice du prix d'arturbain.fr, c'est justement cet exercice qui est fait à l'occasion d'une sélection d'opérations qui sont toutes diverses, peut-être bien, mais qui sont des opérations dont les maîtres d'ouvrage sont particulièrement fiers. Et je crois qu'il faut être fier de ce qu'on fait lorsque ce qu'on fait est bien, ou lorsque ce que l'on fait a des qualités. Et je crois que dans ce pays, il y a une espèce de modestie qui n'est pas de mise. Il faut que les gens sortent pour montrer ce qu'ils ont fait, qu'ils aient envie de montrer aux autres lorsqu'il y a des choses qui sont bien. Ça, c'est, je crois, une valeur très importante. C'est pas simplement de dire mon projet futur va être bien. Non, ce que j'ai fait et qui vit et qui est habité est actuellement plein de qualités. Regardez quelles sont ces qualités. Alors la désignation des nominés se fait par le séminaire, mais on sollicite l'ensemble du réseau du séminaire pour qu'il y ait des propositions qui nous soient faites. Hein. Donc tous nos membres sont sollicités, la SFU, le CGPC, il n'y a pas de barrière particulière. Tous ceux qui veulent présenter une opération peuvent le faire. Il faut valoriser l'équipe pluridisciplinaire. C'est vrai que nous avons l'habitude de 2 choses qui sont toutes les deux
pas bonnes. La première, c'est l'ego exacerbé d'un certain nombre de maîtres d'œuvre à côté de sigles anonymes de société et qui masque complètement le fait qu'il y a eu une équipe qui a apporté son intelligence par sa diversité et qui a pu obtenir un résultat. Et là, le concours, ce prix peut justement montrer les différentes personnes qui ont participé, les nommer et dire quel a été le métier qu'ils ont pu exercer dans cette opération. Et enfin, et ça c'est le génie de cet outil Internet, c'est qu'on peut mettre en mémoire ces opérations exemplaires et chaque année, on capitalise un certain nombre d'entre elles et petit à petit, lorsque il y aura un prix à rurbain.fr en Italie ou ailleurs, il y aura des capitalisations comme ça d'exemples qui resteront et qui pourront justement informer tout le monde. Alors voilà comment se présente l'affiche. C'est d'une simplicité. Oui, on a mis quelques années pour arriver à être simple. On n'a pas pu faire plus vite. Donc elle est en 3 parties. Il y a une partie qui est descriptive, avec le nom des personnes qui participent à l'équipe pluridisciplinaire, avec les responsables de la maîtrise d'ouvrage. Et puis après, il y a une série d'images et de plans qui permettent d'en avoir une vision globale et qui permet d'avoir une vision d'ensemble, parce que une vue ne suffit pas, un plan ne suffit pas, il faut qu'il y ait cet ensemble de vues pour qu'on connaisse cette opération. Et puis, il y a les 3 critères qui sont déclinés. L'exercice de ce prix, c'est essentiellement de mettre en valeur les aspects positifs. Donc nous ne sommes pas là pour faire la critique de l'opération, mais relever les qualités spécifiques de l'opération sur la qualité architecturale, la qualité de la vie sociale, le respect de l'environnement. Et puis nous demandons à ceux qui sont nominés de présenter en 6 minutes, parce qu'en 6 minutes, on peut arriver à dire un certain nombre de choses essentielles avec un support vidéo, de façon que le public ordinaire, de citoyens ordinaires, puisse comprendre en 6 minutes l'essentiel de ce qui caractérise l'opération présentée. Et puis on laisse aux nominés le soin d'évaluer les opérations en fonction de nos 3 critères. Ils donnent leurs notes. Et leur note permet, par le croisement, grâce à un programme informatique, de pouvoir, sur chacune des qualités particulières, architecturales, vie sociale et respect de l'environnement, permettre de trouver celle qui a le plus grand nombre de points et qui aura le prix. Et puis les autres, au regard de leurs différents critères, peuvent avoir des mentions sur tel ou tel aspect qui nous a paru intéressant. Depuis que ce prix existe, il n'y a eu aucune contestation sur les résultats, alors que dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a toujours des procès qui viennent, etc. Il faut dire qu'il n'y a rien à gagner, si ce n'est le plaisir de présenter l'opération. Alors le public, le public aussi a un rôle à jouer. Le public qui est dans la salle, on lui demande d'avoir un comportement global sur l'ensemble et de mettre 3 points sur l'opération qu'il estime être la meilleure, 2 points sur une autre et puis 1 point sur celle qui reste. Alors voilà, 2 prix de 2002 et 2003. Mais les autres opérations, rassurez-vous, pour moi, sont tout aussi bien. Il n'y a pas de problème. Là, il se trouve que c'est sous les arches avec la ville d'Issy-les-Moulineaux et son député maire nous soutient depuis de nombreuses années. Et ici, dans la salle, il y a un maire adjoint qui est présent. Et puis, l'année dernière, c'était la ville de Bitche avec le CAUE de Moselle qui présentait ce jardin pour la paix. Il faut voir qu'il y a quand même du symbolisme de la part des nominés à choisir telle ou telle opération, parce que c'était de loin la plus modeste. Alors, pour le prix, qu'est-ce qui nous mobilisera dans les années à venir? C'est d'abord de décentraliser la manifestation. C'est vrai que dans une région Rhône-Alpes ou dans le Nord ou dans les grandes agglomérations urbaines, on peut faire un prix d'art urbain régional. Il faut que la télévision puisse y participer parce que c'est un outil de communication important. Et puis il faut faire aimer aussi l'art urbain au public. On fait bien des Miss Monde et des Miss France avec la télévision. On peut faire des opérations du prix d'art urbain.
Et puis exporter le concept du prix dans d'autres pays avec les comités locaux et promouvoir l'art urbain attitude dans la formation permanente. Ben oui, l'art urbain attitude, on va en dire un mot, et ça sera un peu le mot de la fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette évocation et qu'est-ce que signifie l'art urbain attitude? Ben, l'art urbain attitude, c'est un comportement. Voilà, c'est un comportement que tout professionnel peut avoir, mais que des étudiants peuvent avoir, que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Apprendre à regarder, parce que là aussi, il y a des choses à faire. Apprendre le vocabulaire, apprendre à cultiver la mémoire du lieu, parce que on ne fait pas des opérations sans détacher de son contexte. Apprendre à communiquer, là vraiment, on a beaucoup de progrès à faire. Et à travailler en équipe pluridisciplinaire. Et d'ailleurs, la devise de Robert Ozel, c'est tout simple, c'est toujours apprendre. Alors, effectivement, toujours apprendre, ça fait quand même un vaste programme. Et c'est ce qui éclaire la philosophie de cet enseignement commun aux étudiants et aux enseignants, et puis aussi aux citoyens.